Je vais commencer par donner la parole à Madame Rosanne Mérien sur la question qui nous réunit ce soir, sur comment et pourquoi développer la stratégie éducative d'une ville. Donc, pour commencer, je vous laisse présenter l'ANDEV au service des territoires. Ça marche, merci beaucoup. Alors, rebonsoir à toutes et tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je suis effectivement présidente de l'ANDEV, donc qui est mon activité bénévole, associative, engagée et presque militante, comme beaucoup d'entre vous. L'ANDEV, c'est un réseau professionnel donc de fonctionnaires territoriaux qui se réunissent autour d'un sujet commun qui est le parcours éducatif de l'enfant de la petite enfance jusqu'à la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les collègues qui sont au sein du réseau de l'ANDEV sont des collègues qui traitent de la question de l'éducation sur les territoires, mais la question de l'éducation élargie, c'est-à-dire à la fois petite enfance, jeunesse, mais également sur différents champs, c'est-à-dire éventuellement le champ de la culture, des sports, la question de la restauration aussi, qui est un sujet assez important dans nos échanges. En gros, ce qui nous réunit, c'est l'animation d'un projet éducatif territorial cohérent sur un territoire quel qu'il soit, dans la mesure où on a au sein de nos adhérents à la fois les plus grandes villes de France, elles sont toutes adhérentes, beaucoup de villes qui sont entre 20 et 50 000, mais on a aussi en fait pas mal de territoires ruraux avec des petites villes. La particularité qui nous réunit, c'est d'avoir au moins une école le territoire sur lequel vous intervenez. Donc voilà, donc à la fois du rural, de l'urbain, on réunit des collègues des villes, des EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, également les départements et les régions, en considérant, on y reviendra, que la compétence éducation, on va le voir, elle se répartit en fait sur les différentes collectivités territoriales. Notre réseau travaille bien entendu en lien étroit avec les associations d'éducation populaire, donc la Ligue de l'enseignement notamment, mais également les FRANCA, les CMEA, c'est-à-dire qu'on a vraiment en commun la question des valeurs d'éducation populaire et la façon dont on les met en œuvre, dont on les fait vivre sur les territoires. On travaille également avec pas mal d'associations d'élus, alors je pense au réseau français des villes éducatrices notamment qui, comme son nom l'indique, regroupe des élus de toutes strates qui ont plus particulièrement la question du champ de l'éducation dans leurs compétences. On travaille également avec les institutions nationales. Je pense notamment à la politique de la ville, au ministère de l'Éducation nationale, par exemple, ou encore on est régulièrement auditionné par l'Assemblée nationale sur les différents sujets qu'ils peuvent aborder qui touchent à la question de l'éducation. Voilà, en quelques mots, le réseau, je pourrais revenir éventuellement si vous avez des questions sur ce réseau, sachant qu'en gros, ce qui nous réunit au sein du réseau de l'ANDEV, c'est vraiment la volonté d'accompagner la transformation du service public d'éducation aux enjeux sociétaux. Des enjeux aussi autour je parlais de militantisme pour une éducation qui soit réellement inclusive et qui ouvre vraiment la place à chacun, à chaque enfant et à chaque jeune. Bien entendu, la question de l'égalité, qui est au cœur des enjeux d'éducation, mais également des enjeux autour des métiers, parce que l'éducation, c'est avant tout des aventures humaines qui sont animées, qui sont déployées sur les territoires à travers un très grand nombre de professionnels. Il y a bien entendu les enseignants, mais au sein des collectivités, on recrute directement les animateurs, les responsables d'office, les éducateurs de jeunes enfants. Donc, il y a aussi un enjeu très fort et on le sait tout particulièrement en ce moment où les métiers de l'éducation, on peine quand même à recruter. Donc, il y a tout cet enjeu aussi de valorisation des métiers. Et on a un certain nombre de ressources, comme beaucoup de réseaux territoriaux, une veille documentaire, un congrès qu'on organise chaque année dans une ville différente. Donc, cette année, nous allons à Montpellier sur la question de la participation des enfants et des jeunes, ou plutôt de l'implication des enfants et des jeunes à la construction des politiques publiques. Voilà en quelques mots ce qu'est l'ANDEV pour que vous voyez un petit peu d'où je parle. Et donc, en dehors de cette activité bénévole, comme je le disais, je suis fonctionnaire territoriale, directrice générale adjointe pour la ville de Colombes dans les Hauts-de-Seine.
bien sûr, sur les sujets d'éducation. Alors, pour aborder donc la question qui nous concerne plus particulièrement ce soir, pourquoi développer la stratégie, pourquoi et comment, mais on reviendra au comment après, développer la stratégie éducative d'une ville, eh bien, le premier point, j'ai envie de dire que c'est presque une obligation. En fait, on n'a pas tellement d'autres choix de collaborer parce que l'organisation de l'éducation en France, elle a posé le cadre en fait d'une éducation partagée et ça de manière très ancienne. On remonte là, même avant quasiment l'école de Jules Ferry, avec une obligation légale de collaborer, comme je le disais, dans le cadre de la répartition des compétences entre l'État et les collectivités. Et ça remonte donc aux lois Guizot, la loi Guizot qui a posé le cadre en fait de cette répartition des compétences avec un service public d'éducation municipal qui est défini comme le matériel allant à la commune. À ce moment-là, effectivement, la commune était la seule entité identifiée il y avait, pour la question des écoles primaires et le spirituel à l'État, c'est-à-dire tout ce qui est le volet éducation au sens contenu allait à l'État et on s'aperçoit que depuis cette loi Guizot qui a posé le cadre, eh bien, on est toujours dans cette répartition et on le voit bien dans différents sujets qu'on a à traiter ensemble. Je pense notamment à la question des locaux, les locaux faisant partie des compétences des collectivités territoriales. Donc pour les villes, c'est les établissements primaires, pour les départements, les collèges et pour les lycées, donc c'est les régions qui ont la compétence. C'est 60 000 bâtiments scolaires hein, qui sont sur l'ensemble du territoire, presque 50 000, 48 000 écoles primaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est sur ces 60 000 équipements, bâtiments scolaires, 60% sont dans des villes de moins de 10 000 habitants. Donc, on voit bien l'enjeu, le nombre de collectivités, et y compris de petites collectivités, qui ont nécessairement à engager cette collaboration parce qu'elles ont au moins une école sur leur territoire. Donc, ensuite, l'autre élément qui a ancré cette organisation, bah, vous les connaissez, c'est les lois de décentralisation, avec une partie des compétences de l'État qui est transférée de manière, enfin, on va dire, qui est transférée aux échelons locaux. Donc, j'évoquais communes. Dans les années 80, les EPCI n'étaient pas encore aussi développés que maintenant, donc c'était commune, département, région, et on retrouve cette répartition entre la question matérielle aux collectivités, le spirituel à l'État, donc des compétences dédiées et bien identifiées pour l'éducation nationale, enfin, les représentants du ministère, avec la charge des programmes scolaires, des diplômes nationaux, de la gestion des personnels enseignants et administratifs, tandis que les villes, départements et régions, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, vont avoir en charge la question des locaux, qui est le premier acte de la répartition, mais vont avoir aussi bien d'autres sujets, comme notamment les questions de restauration, d'accueil périscolaire, qui se sont particulièrement développées depuis ces lois de décentralisation, avec des évolutions sociétales aussi, d'évolution du temps de travail des femmes, de l'éloignement aussi parfois du travail au domicile, qui font qu'il y a des services complémentaires qui deviennent quasiment des services publics d'éducation qui permettent d'assurer la question de la continuité de la journée de l'enfant et donc d'avoir une prise en charge de ces enfants pendant le moment où les parents eh bien, sont occupés à d'autres activités professionnelles, par exemple. Voilà en quelques mots un peu le cadrage historique qui fait que de toute façon, en fait, quand on parle de stratégie éducative, à partir du moment où on a une école sur le territoire, on n'a pas tellement d'autre choix que d'organiser la collaboration avec la nécessité de coordonner un système d'acteurs avec nécessairement la volonté d'aller vers un service public d'éducation qui soit le plus efficace possible. Alors, quand on parle de coordonner les acteurs, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une multiplicité d'acteurs en fait qui vont intervenir autour de l'enfant, dans la journée de l'enfant, tout au long de la vie de l'enfant. Donc, si on parle de la petite enfance, ça va démarrer par les éducateurs de jeunes enfants ou les auxiliaires de puériculture, pardon. Et il y a un moment où effectivement va se poser la question de se dire, mais quel va être le chef d'orchestre
de cette pluralité d'acteurs qui interviennent tous autour de l'enfant. Et bien sûr, il y a les acteurs professionnels que j'évoquais, animateurs, enseignants, mais il y a aussi des acteurs qui sont des acteurs essentiels dans l'éducation de l'enfant, par exemple les parents. Mais également tout le volet associatif avec ce triptyque dont parle Philippe Mérieux, de la sphère familiale, de la sphère du loisir de l'enfant et de la sphère de l'éducation nationale, qui constitue, selon les mots Philippe Mérieux, en fait le trépied éducatif qui permet à l'enfant de se construire, de s'épanouir positivement. Et donc, la mission pour la stratégie éducative que peut mettre en place une ville ou toute autre collectivité, eh bien, c'est de réfléchir à une approche qui soit une approche la plus globale possible. Alors, on parle parfois de projet éducatif de territoire, on peut parler aussi justement de projet éducatif global, avec la volonté en fait d'avoir une approche qui soit pas une approche en silo ou une approche par temps de l'enfant, mais bien, comme je le disais, un regard croisé sur eh bien, le parcours éducatif qu'on va offrir à un enfant sur un territoire et de pouvoir le travailler de manière commune à partir des compétences des uns et des autres. Et cette démarche, eh bien, elle va se mettre en place, je l'évoquais tout à l'heure quand j'évoquais la question de la transformation du service public d'éducation. Je l'évoquais aussi quand j'évoquais le développement des temps périscolaires. Eh bien, un projet d'éducation, il vise aussi à s'adapter à la société dans laquelle il se met en œuvre et la société en perpétuel mouvement, mais il vise aussi à s'adapter à un territoire avec des besoins d'enfants et de jeunes qui peuvent être très différents en fonction des territoires. Je parle par exemple sur des territoires ruraux, les questions de mobilité, quand on va parler de jeunesse, vont être bien plus prégnants que sur certains territoires où vous avez la possibilité de vous déplacer plus aisément, bien que par exemple en région parisienne, la question de la mobilité, elle peut se poser aussi parce qu'on s'aperçoit qu'on a parfois des jeunes qui sont à un quart d'heure de Paris, mais qui n'y mettent pas les pieds ou qui n'arrivent pas à exploiter complètement les ressources d'un territoire qui est excessivement proche. Donc voilà, donc un projet ou une démarche qui va s'adapter aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes et aux besoins spécifiques du territoire, avec des ambitions aussi qui vont être portées d'un point de vue politique et aussi par une équipe d'éducateurs. Donc tous les enjeux qu'on va retrouver autour du droit à l'éducation, droit au loisir, droit aux vacances, enfin voilà, toutes ces dimensions de reconnaissance des droits de l'enfant et du jeune, avec des enjeux autour de la réussite, donc une réussite qui est passée de réussite scolaire à réussite éducative, des enjeux d'égalité, je l'évoquais tout à l'heure, de mixité sur les territoires, mais également d'éducation tout au long de la vie. C'est aussi un élément qui va guider un projet éducatif et comme je le disais, des enjeux territoriaux qui vont être spécifiques à chacun des territoires. Donc, la question de l'école inclusive, la question de la réduction des inégalités scolaires, sociales et territoriales, qui vont, on va dire, animer cette démarche, cette stratégie éducative qui va se mettre en place sur les différents territoires. Donc voilà, donc j'y reviens. Le fait de coordonner un système d'acteurs pour un service public d'éducation efficace, c'était juste réévoquer le fait que c'était pas forcément une évidence. C'est-à-dire que dans les années 80, en fait, on avait souvent une organisation qui était très centrée autour du directeur d'école qui parfois assurait lui-même la restauration scolaire, l'animation du temps du soir, le mercredi, voire les mercredis en accueil de loisirs, voire directement l'animation et la direction des séjours de vacances qui étaient organisés ou des mini-séjours qui pouvaient être organisés au sein du territoire. L'évolution, je l'évoquais, donc la mise en place des contrats éducatifs locaux dans les années 90, des projets éducatifs locaux à la fin des années 2000. Progressivement, en fait, les lois de décentralisation ont donné une forme de légitimité à la ville
aux départements, aux régions, une légitimité et une reconnaissance en tant qu'acteur éducatif à part entière. Et ça, c'est vraiment une nouveauté si on regarde les 40 dernières années où on avait avant une éducation qui était plutôt une éducation nationale avec des actions d'éducation populaire, bien entendu, qui étaient pilotées par le secteur plutôt associatif. Et là, depuis 30 ou 40 ans, la place des collectivités est devenue beaucoup plus prégnante qu'elle l'était précédemment. Il y a eu une place à prendre et il y avait des enjeux aussi en termes, comme je vous le disais, de développement de services au niveau local, d'adaptation du service public d'éducation au niveau local. Et c'est ce qu'on voit apparaître dans les lois de 2013 et 2019 qui font apparaître la notion, on va dire, de communauté éducative. Au sens où en fait l'école à elle seule ne peut non seulement pas assurer l'encadrement des enfants sur la totalité de la journée de l'enfant, mais elle ne peut pas non plus répondre de manière globale à l'ensemble des enjeux sociétaux auxquels elle peut avoir l'éducation à faire face avec comme je l'évoquais, des problématiques de garde ou en tout cas des enjeux de faire évoluer les modes de garde sur les territoires, des enjeux aussi de réussite éducative. On voit des dispositifs effectivement qui sont mis en place pour accompagner l'école et notamment accompagner les enfants et les jeunes qui sont peut-être le plus en distance de l'école et sur lesquels l'école n'a effectivement pas forcément réussi à mettre en place l'accrochage scolaire qu'on pouvait attendre d'elle, pardon, et en conséquence, la nécessité de faire intervenir des acteurs complémentaires de l'école. Je parlais des classes, les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, et on a des nouveaux dispositifs, comme par exemple la réussite éducative, qui va être un accompagnement individualisé dans une approche là aussi globale de l'enfant, hein, c'est-à-dire qu'on va traiter on va accompagner l'enfant et sa famille à la fois du point de vue scolaire, mais également du point de vue de loisirs de l'enfant, du point de vue des activités sportives, du point de vue de sa structure familiale également, ou encore plus dernièrement les dispositifs de cité éducative qui visent également à accompagner la mise en synergie, la mise en dynamique de l'ensemble des acteurs sur des territoires particuliers sur lesquels on identifie des besoins éducatifs très forts. Alors, juste pour conclure, donc cette évolution, c'est-à-dire de la place de la ville qui était ville, département et région, à chaque fois je parle des trois collectivités territoriales, hein, qui étaient précédemment, on va dire, plutôt fournisseurs de locaux. On voit aujourd'hui, on les voit en fait comme animateurs de dynamique, comme je disais, animatrices, si on parle des villes, d'une mise en dynamique, d'une mise en synergie des acteurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'évoque l'UNESCO dans un rapport qui est déjà un petit peu ancien et ça montre que la place des villes est vraiment ancrée comme partenaire éducatif, où en fait l'UNESCO évoquait le fait que non seulement les villes sont des partenaires clés pour préserver le droit à l'éducation et par leur action de coordination et d'ensemblier multisectoriel. Donc on revient à cette approche globale de l'enfant et la nécessité en fait de mettre en dynamique les acteurs éducatifs sur un territoire et là, eh bien, l'espace pertinent, eh bien, c'est bien la ville, le département ou la région, sachant que pour la ville, effectivement, il y a cet enjeu de proximité qui fait qu'il y a une forme de légitimité. Et puis, comme je le disais, c'est vraiment la structure la plus proche du citoyen, probablement la mieux identifiée aussi. Et donc, la ville a progressivement, au cours des dernières années, eh bien, pris ce rôle d'animation d'une politique éducative sur le territoire. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse une petite pause là ou comme vous voulez. Oui, peut-être poser des questions, des commentaires sur la première partie qui était sur pourquoi la stratégie éducative d'une ville. Berge, je vois que... Ok, ben on peut poursuivre. Ah non, il y a Ah, une... Albert, oui, j'ai vu qu'il avait ouvert son micro.
Oui, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir. Donc, Albert Lemonnier, je suis vice-président de la Ligue de l'enseignement en Normandie, de la Ligue de l'enseignement aussi de l'Orne. Je suis un fonctionnaire territorial à la retraite depuis plus de 10 ans et j'ai une quinzaine d'adhésions à l'Andève. Donc, je retrouve là les propos que j'ai connus, qu'on a construits pendant de longues années sur cette indispensable présence de la collectivité, qu'elle soit ville, département, région, dans ce processus d'éducation. Donc, bon, alors, j'adhère complètement forcément à ce que vous avez dit. Je pourrais même augmenter éventuellement sur les moyens mis à disposition des enseignants pour qu'ils remplissent leur mission Tout à d'un fait. point sur le champ culturel, sur le champ des activités physiques et sportives, sur le champ, enfin sur tous les champs, en dehors des matières fondamentales, enfin qu'on appelle fondamentales. Simplement, alors je vais me permettre une question. La FCPE actuellement est en train de lancer une pétition concernant la mise en place d'une convention sur l'éducation. Alors moi, je ne sais pas si au niveau de l'ANDEV, vous avez déjà réagi à ça, mais ça me paraît relativement intéressant de reprendre un débat national. Alors c'est vrai que l'école actuellement est en difficulté. Elle est en difficulté, bon, même si ici ou là, en fonction de l'implication des collectivités, elle est plus ou moins en difficulté, mais globalement quand même, elle est en difficulté. Et de faire un débat public sur cette éducation donc proposée par la FCPE à travers une convention, comme il y a eu sur le climat et ainsi de suite, me Mm. paraît être une chose intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Je, je pense que la question du débat éducatif, c'est ce qu'on évoque à travers la mise en place d'une convention. On a enchaîné, je crois que c'est 4 ou 5 ministres là. On en vient presque à regretter Jean-Michel Blanquer qui a eu au moins l'avantage de la longévité. Et effectivement, quand on travaille dans l'éducation, il y a besoin à la fois d'avoir une vision, et ça, c'est ce que vont nous apporter les organisations dans lesquelles on est, et puis une forme de militantisme, mais on a besoin aussi de continuité dans les politiques publiques et d'évaluation des politiques publiques, parce que c'est ça aussi qui fait sens pour les acteurs qui interviennent au quotidien dans les territoires. Donc, il y a nécessairement besoin, au regard de l'enchaînement des derniers ministres, je pense que tout débat qui se mettrait en place sur la question de l'éducation, qui permettrait à la fois de se projeter et d'inciter à la participation, mais qui permettrait aussi de reconnaître en fait les acteurs éducatifs. Parce que ce qu'on vit quand même depuis quelques années, c'est une forme de méconnaissance du rôle des acteurs et une méconnaissance aussi de l'expertise des acteurs qui sont au quotidien auprès des enfants et des jeunes, et avec des organisations qui sont très descendantes. Une forme d'injonction en fait qui vient du ministère de l'Éducation nationale. On en a eu plusieurs dernièrement. On a eu le collège de 8 heures à 18 heures. Bon, ça pose des questions en termes simplement de besoins du jeune et puis de connaissance de la tranche d'âge. Et des injonctions comme ça, on en a assez régulièrement, des injonctions qui vont aussi aux enseignants, d'ailleurs, qui sont dans les territoires. Donc je pense que tout ce qui crée des espaces de participation sont des espaces de motivation et puis nous permettent aussi de s'ancrer dans les territoires et dans la réalité aussi de ce qu'est l'action éducative au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Dans ce cas, on va poursuivre. Ok. Je poursuis, on aura Merci. l'occasion d'échanger après. Avec plaisir. Donc, le premier volet, c'était le pourquoi. Donc, effectivement, des enjeux de coordination des acteurs pour avoir une stratégie éducative et également un service public d'éducation qui soit le plus efficace possible, mais surtout le plus adapté possible aux enjeux. Et après, il y a le comment. En tout cas, l'idée, c'est pas de développer une méthodologie, mais c'est plutôt d'identifier sur quoi on peut appuyer le développement d'une stratégie éducative dans une ville. Moi, je verrais 3 triptyques qui sont vraiment un triptyque qui est complètement indissociable, trois éléments. Je pense que c'est des choses que vous maîtrisez complètement. Donc, des enjeux en termes de cohérence éducative, de continuité éducative et de complémentarité, bien entendu, éducative. Sur la question de la complémentarité, on l'a déjà
un petit peu évoqué sur la première partie, eh bien, c'est la façon dont on va mettre en dynamique différents acteurs éducatifs qui vont intervenir avec des missions bien spécifiques. L'enseignant n'est pas l'animateur, même si parfois la base ou le contenu, on peut prendre une entrée qui est identique, mais malgré tout, l'objet, ou en tout cas l'intention éducative est forcément différente. Par contre, si je prends juste l'animateur et l'enseignant, eh bien, effectivement, il y a des enjeux à travailler cette complémentarité, à ce que chacun se sente reconnu dans sa fonction, mais également à ce que l'ensemble des actions qui sont conduites par les acteurs eh bien, puissent se parler pour que ça puisse résonner de manière plus forte auprès des enfants et que ça s'inscrive effectivement, comme on le disait, de manière cohérente auprès de l'ensemble des enfants et des jeunes. La question de la continuité éducative, donc on était là sur la diversité d'acteurs, comment on met cette diversité d'acteurs en dynamique. La continuité éducative, elle va se situer à différents niveaux. D'abord, tout au long de la journée de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant va alterner différents temps de vie. Il va partir de chez lui le matin, il va aller à l'école, peut-être même avant, il va passer par l'accueil de loisirs. Ensuite, il va aller à la restauration scolaire, revenir en temps d'apprentissage, et puis voilà, enchaîner différents temps avec des règles qui peuvent être différentes, et c'est pas grave, tant que là aussi elles se parlent, elles s'expliquent. Et donc, il y a un enjeu que malgré tout, même si on peut avoir des règles différentes, eh bien que on réfléchisse au parcours, on va dire, quotidien de l'enfant, et que ça, ce soit un objet aussi qu'on réfléchisse de manière partagée. Par exemple, si on prend le temps de la restauration scolaire, s'il n'y a pas de réflexion entre les animateurs et les enseignants, eh bien, comment l'enfant va se retrouver à nouveau disponible pour les temps d'apprentissage. Donc, il y a un vrai enjeu, en fait, à se parler pour réfléchir ensemble à quoi sert le temps de restauration scolaire pour l'enfant, comment ça se construit dans sa ville et quelles sont, dans sa vie, dans sa journée, et quelles sont les conditions, les meilleures conditions pour l'enfant pour retourner en temps d'apprentissage et que chacun, du coup, adapte ses pratiques pour que ces transitions, en fait, dans la journée soient le plus fluide possible. Et cette question des transitions, donc cette continuité éducative, elle se vit aussi tout au long du parcours de vie de l'enfant. Et j'évoquais effectivement à l'ANDEF cet élément qui nous réunit. C'est vraiment, l'ANDEF s'est créé dans les années 90, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, il y a déjà pas mal d'années, et c'est créé dans une situation où les villes étaient encore pas complètement identifiées comme acteurs éducatifs. On était vraiment dans le démarrage, il y avait une reconnaissance, mais on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de discussion en fait. Et c'est vrai que l'ANDEV a aussi évolué. Avant, on était sur quelque chose qui était une association qui était plus centrée sur le rapport de l'école à la ville. Et il y a une forme on s'est un peu décentré du scolaire pour justement avoir cette réflexion qui part du petit enfant jusqu'à la jeunesse dans le cadre d'un parcours éducatif qui se construise et qui offre à l'enfant la possibilité effectivement d'inscrire son parcours sur le territoire tout au long de son développement et de grandir le mieux possible, de s'épanouir le plus possible à travers les propositions qui lui sont faites sur le territoire. Si on passe au volet suivant, donc la question de la cohérence éducative, eh bien c'est ce qu'on a évoqué aussi un peu sur la première partie. Comment ces trois éléments, cette cohérence éducative, cette complémentarité et cette continuité, comment elles vont s'articuler? Eh bien, elles vont s'articuler ou elles peuvent s'articuler en tout cas à travers un projet partagé autour de valeurs et une ambition commune. Et ça, c'est aussi une évolution, c'est le PEDT. Avant, on avait des contrats éducatifs locaux, projets éducatifs locaux, donc ça, c'était les années 90 jusqu'aux années 2000. Projets éducatifs globaux aussi qui pouvaient exister, mais tous ces projets étaient à l'initiative des villes et sans reconnaissance spécifique par le ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'il devait vraiment y avoir un portage local, un ancrage local, alors qui permettait de vivre de très belles choses. Hein. Je pense au projet éducatif local de Lille qui est ancré depuis de nombreuses années et qui a été porté politiquement. Mais il y a eu une petite aide quand même pour les villes, c'est au moment de la loi
la présidence d'Hollande. Donc cette loi, elle a en fait elle a institué, elle a modélisé les projets éducatifs de territoire qui sont pour la première fois inscrits au Code de l'éducation et qui posent la ville comme animateur. Alors, il parle de ville volontaire, de collectivité locale volontaire, et qui les pose réellement comme organisateurs de cette transversalité, de ce triptyque de cohérence éducative à travers la complémentarité et la continuité éducative. Donc là, effectivement, on a eu un ancrage, on va dire, réglementaire qui s'inscrit dans le Code de l'éducation. Et également, au moment où ça s'est mis en place, un petit ancrage ou une petite aide financière avec, bon, ça remonte un petit peu, mais pas tant que ça, avec le fonds d'aide aux activités. C'était le moment où, effectivement, il y a eu aussi une reconnaissance des temps périscolaires comme faisant partie réellement des temps d'apprentissage de l'enfant. Donc, une reconnaissance du temps de loisir comme un temps de construction de l'enfant, d'épanouissement de l'enfant, d'apprentissage de l'enfant. Donc une aide financière et puis aussi à travers le PEDT, et ça existe toujours même pour les villes qui sont revenues à 5 jours, à 4 jours, excusez-moi, c'est un lapsus. Donc la plupart des villes étant revenues à 4 jours, mais il y a toujours dans le PEDT en fait des conditions d'encadrement qui sont assouplies et qui sont aussi un élément qui peut être incitatif pour les communes. Donc voilà, donc la phase du PEDT, il y a beaucoup de choses qui existaient avant, mais ça a vraiment été le moment où ça a été posé d'un point de vue, enfin, ça a été inscrit dans le Code de l'éducation, ce qui lui a donné aussi, là où on en avait besoin, une forme de légitimité auprès de l'ensemble des autres acteurs éducatifs. Voilà, en quelques mots, donc des collectivités légitimées qui jouent ce rôle d'ensemblier dont parlait l'UNESCO tout à l'heure, dans la petite citation que je vous ai proposée. Et dans ces projets éducatifs de territoire, effectivement, eh ben, il y a un enjeu dans le comment d'avoir un travail de concertation, de collaboration qui s'inscrive du diagnostic jusqu'à l'évaluation partagée. Donc, c'est vraiment le rôle de la collectivité, ça va être de mettre en dynamique l'ensemble de ces acteurs autour de ce projet éducatif de territoire qui va être en fait l'objet fédérateur de cette stratégie éducative pour la ville. Alors, ça, on peut passer peut-être un peu rapidement. C'était voilà, des éléments, enfin, c'est des petits éléments qui font apparaître qui peut être associé et qui font apparaître aussi la diversité, à la fois la diversité des acteurs. On évoquait les associations, on évoquait les différents professionnels qui peuvent intervenir dans la vie de l'enfant, les parents, les enfants et les jeunes eux-mêmes, qui sont des acteurs de la définition de cette stratégie éducative. Et puis, il y a toute la mise en dynamique des projets déjà existants. Parce qu'en général, sur un territoire, on ne part pas de rien. Vous ne partez pas de rien. Donc, c'est la façon dont on va aussi réussir à fédérer l'ensemble de ces projets existants en partant effectivement des dynamiques locales et en considérant que le boulot de la ville ou le rôle de la ville, du département ou de la région, mais c'est plutôt les villes qui vont être dans cette animation, et ben, ça va être de mettre en musique comme un chef d'orchestre l'ensemble des projets qui vont exister, y compris les projets d'école et d'établissement, des collèges et des lycées pour les projets d'établissement et pour les écoles primaires. Et ça, c'est un vrai, c'est un vrai, enfin, une vraie plus-value parce que effectivement, on est dans une situation où à la fois ça va être facteur de sens pour l'ensemble des acteurs, mais c'est aussi une forme d'optimisation et de renforcement à travers un projet commun ou une action commune, de renforcement de l'ensemble des actions qui sont mises en place sur le territoire. Donc, de manière un peu plus opérationnelle, eh bien, qu'est-ce que la ville peut faire? Alors après, j'ai repris quelques modèles de gouvernance, mais effectivement, eh bien, il faut organiser un pilotage politique et administratif qui soit transversal, collaboratif, bien repéré. On rentre là très clairement dans une forme de méthode de projet. Il faut que
à partir du moment où on se met en dynamique, les acteurs ils vont collaborer, les partenaires vont collaborer à partir du moment où ça représente une utilité pour eux. C'est pour ça que quand je parlais de la diversité des projets, eh bien, il faut que la dynamique qui va se mettre en place, la stratégie éducative qui va être portée par la ville, eh bien, elle doit renforcer l'ensemble des projets. Elle doit être utile, c'est-à-dire qu'on va collaborer, on va prendre le temps de la collaboration à partir du moment où ça va faciliter eh bien, notre professionnalité. Ça va faciliter ce qu'on a à faire dans nos métiers ou alors dans le secteur associatif. Donc, c'est ça qui va amener la collaboration. Et c'est la même chose pour les parents, pour les enfants et les enfants et les jeunes. On va avoir besoin que ça nous soit utile, que ça nous apporte quelque chose. Donc, c'est quelque chose à réfléchir, effectivement, dans la façon dont on va animer ce pilotage politique et administratif. Mais il y a besoin de se dire que l'ensemble des acteurs qui se mobilisent, au-delà que ça leur soit utile, qu'ils aient aussi une vision de pourquoi ils vont se mobiliser ensemble, combien de temps ça va leur prendre, combien de temps en termes de réunion, mais combien de temps aussi en termes de est-ce qu'on va s'engager sur un an, est-ce qu'on s'engage sur 6 mois, enfin voilà, il y a besoin de jalonner les différentes étapes. C'est pour ça que la notion de pilotage, elle est importante. Et après, je vous ai mis un petit calendrier qui revient en fait sur ces grandes étapes. Euh, j'avais pas tout à fait fini, et je crois que, enfin bon, mais on peut. Il y avait la question. Merci beaucoup, Nathalie. La question de l'intégration des enfants et des jeunes au cœur de la démarche. C'est vrai que c'est, enfin, la question de la mobilisation citoyenne des enfants et des jeunes, elle passe aussi par le fait qu'on les reconnaisse comme citoyens de plein exercice, comme experts d'usage, qui sont les plus grands experts que les enfants et les jeunes eux-mêmes de leur vie à l'école, de leur vie à l'accueil de loisirs ou dans les espaces de jeunesse. Effectivement, je pense que en tant que ville, comme on est l'échelon le plus en proximité, bah, il y a un vrai enjeu, j'ai presque envie de dire national, de pouvoir eh bien, effectivement laisser une place aux enfants et aux jeunes dans la stratégie qui va être mise en place, parce qu'elle est pour eux, mais elle est avant tout avec eux. Et puis voilà, on l'a dit, engager la mise en synergie, s'appuyer sur les dynamiques existantes, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire partir de la reconnaissance de ce qui se fait déjà. On ne parle jamais d'une feuille blanche qui permet de valoriser et de reconnaître l'action des acteurs. Merci beaucoup, Nathalie. Donc là, bon, on peut passer rapidement. C'est quelques instances de pilotage. Après, on n'est pas obligé d'être dans un modèle formalisé. Je pense qu'il y a besoin de se projeter, qu'il y a besoin quand même d'écrire quelques petites choses, mais on peut imaginer effectivement des réunions d'élus déjà, parce qu'au sein d'une même collectivité, eh bien, on a souvent un adjoint à l'éducation, mais cet adjoint à l'éducation, eh bien, il faut aussi qu'il mobilise ses collègues, la culture, le sport, l'urbain. Quelle place on va laisser aux enfants et aux jeunes sur le territoire de la commune. Enfin voilà. Donc, le COPIL élu, il est aussi pour se dire qu'un projet éducatif, ben, c'est un projet qui concerne tout le monde, qui concerne l'ensemble d'une municipalité. Le COPIL des partenaires, on en a parlé, pour arriver à mobiliser effectivement l'ensemble des partenaires. Et puis, ben, une structure administrative ou politique, ça peut se rejoindre, ben, qui va être un peu le comité de directeur et qui va orchestrer toute cette dynamique qui se met en place. Donc, autre élément, et puis donc après, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Eh bien, il faut arriver à tirer des fils qui soient des fils assez précis. On a besoin de se mobiliser sur des objets. Je crois que c'est compliqué de se mobiliser sur le projet éducatif dans sa globalité, mais par contre, effectivement, on peut tirer des fils en fonction des partenaires. Donc, imaginez des rencontres qui vont plutôt être des rencontres avec les familles, les enfants, les jeunes eux-mêmes, et puis à un moment arriver à se faire croiser bah, les groupes de travail thématiques, des réunions interdirections, des réunions territoriales aussi entre les différents acteurs, la ville, les inspecteurs de l'éducation nationale, l'État. Voilà, donc un petit modèle. Ensuite, il y a un petit calendrier. Je suis désolée, j'accélère un petit peu parce que j'ai peur d'être déconnectée. J'ai un petit problème de... on est déconnecté à 19h et j'ai peur d'être déconnectée en cours de route. Donc voilà, un exemple de calendrier qui reprend bah, en fait toute l'organisation. Donc là, on voit un calendrier sur un an
Il n'y a pas de période, voilà, tout dépend d'où on part sur un territoire. Ça peut être 1 an, ça peut être 6 mois. Je pense que ce qui est important, ce que je disais, c'est de jalonner, c'est-à-dire que on ait des moments de réussite partagés. On arrive à certains moments à se dire, bon, bah voilà ce qu'on a réussi à faire ensemble. On n'est pas au bout du chemin, mais ça, on l'a déjà fait. Et du coup, voilà comment ça se concrétise. J'en sais rien. On a mis en place des ateliers sur le temps du soir qui sont animés par les associations. Et tout ça, voilà, on le jalonne au fur et à mesure où on construit la stratégie éducative, mais c'est important d'avoir qu'on découpe les périodes pour qu'on arrive à se rendre compte, à ce que le projet, bah, toujours pareil, devienne utile et que chacun se rende compte bah, de la réalisation concrète de ce que peut être la collaboration. Voilà, et bon, c'est des choses que j'ai déjà évoquées en quelques mots et en guise de conclusion. Donc, l'éducation qui s'inscrit nécessairement en temps long, dans la continuité et la transversalité des politiques publiques, d'où la nécessité aussi de mobiliser les collègues élus, de mobiliser les directions ou les services pour ceux qui sont dans l'administration. En tout cas, voilà, la nécessité de se dire que l'éducation, c'est pas uniquement, c'est bien au-delà de la simple direction de l'éducation, un projet éducatif partagé qui constitue le cadre de la mobilisation et puis la valorisation des métiers. On sait qu'on a ces métiers, on a des problèmes de recrutement. Ça démarre par les enseignants. Hein. Il y a des pays en Europe qui valorisent bien mieux d'un point de vue financier, mais bien mieux aussi d'un point de vue de la reconnaissance sociale, les métiers de l'éducation. Et effectivement, on a des enjeux forts là sur la reconnaissance des métiers, que ce soit pour les enseignants, les animateurs, les éducateurs de jeunes enfants. On a des problèmes de recrutement dans les collectivités qui sont très prégnant et qui, sans ces professionnels, c'est un peu la base de la stratégie éducative. Donc, effectivement, il y a un vrai enjeu de valorisation des métiers. Voilà. Merci.